La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Et dans quelques minutes, on parlera prévention, comment dépister et comment gérer un problème d'insuffisance cardiaque. Mais tout de suite, 3921, c'est le répondeur santé. Bonjour docteur. Moi, j'ai été opérée des 2 hanches et on m'a dit que c'était dû au tabagisme. Alors, j'aurais voulu savoir si c'est vrai, si le tabac peut endommager les hanches. J'ai eu la première jambe opérée à 49 ans et la deuxième à 51 ans. Je vous remercie, docteur. Gérald. Alors pour une fois, Isabelle, je ne vais pas aller incriminer le tabac parce que je n'ai pas trouvé dans la littérature de lien entre tabac et arthrose, par exemple. Donc dégénérescence de la hanche qui expliquerait une opération comme ça d'une première hanche et d'une deuxième hanche. En revanche, il y a quelque chose qui crée des ostéonécroses, c'est-à-dire la nécrose, la mort des os et donc le remplacement de la tête fémorale, c'est l'alcool, par exemple. Donc c'est souvent lié tabac-alcool, mais c'est plus le côté alcool qui va créer cette nécrose de hanche et nécessiter cette prothèse totale de hanche. En revanche, le tabac, parce que Isabelle, je vous vois venir, ah bah ça y est, on peut continuer de fumer. Surtout pas, parce que ça bouche les artères. Non mais pas vous, mais à chaque fois, vous me dites que mon ennemi c'est le tabac. Non, bah oui, parce que c'est surtout votre l'ennemi. dada. Mais oui, c'est tabac. mon dada parce que ça bouche les artères. On va en parler avec l'insuffisance cardiaque. Ça bouge pas forcément les hanches, mais les artères. Or l'os a besoin d'être vascularisé. Et puis surtout en post-opératoire, tous les gens qui doivent se faire opérer, on sait qu'il y a beaucoup plus de problèmes de cicatrisation, de problèmes de complications post-opératoires à cause du tabac. Donc arrêtez de fumer avant de vous faire opérer. 3921, le répondeur santé. Bonjour docteur, c'est Mireille de La Ciotat. On vient de me trouver une hernie hiatale, donc j'ai des brûlures d'estomac constamment. Je n'ose pas utiliser les IPP, ils ont très mauvaise réputation, on dit qu'ils sont cancérogènes. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Est-ce que ça peut se soigner et se guérir? On m'a dit non. Merci, au revoir. Alors Mireille, enlevez-vous de la tête cette idée de mauvaise réputation des IPP. Oui, au long cours, il y a des complications type insuffisance rénale, des inhibiteurs de la pompe à protons. C'est les médicaments qu'on prend, parfois sans ordonnance, quand on a mal à l'estomac. Mais la bonne conduite et le bon usage de ces IPP, c'est de les prendre sur des périodes courtes, notamment en automédication. Quand les symptômes persistent, plus d'une semaine, plus de 2 semaines, on consulte et le diagnostic de la hernie hiatale ou d'un ulcère ou d'une œsophagite, c'est-à-dire une inflammation de l'ésophage, c'est la fibroscopie. Et j'en profite, alors il y a des petits moyens, Mireille. Déjà, l'alimentation, il faut éviter les produits type café, épices, tout ce qui va être irritatif. Et puis, si vous avez un petit reflux, il faut lever la tête du lit. C'est-à-dire qu'il faut mettre des petites cales sous votre lit pour avoir la tête un peu plus haute que les pieds. Déjà, ça va vous éviter un reflux. Et j'en profite pour rebondir sur ce sujet de l'ulcère avec des nouvelles recommandations qui sont sorties en juin 2017. Maintenant, il y a une sérologie, la sérologie Helicobacter pylori, et c'est cette bactérie qui est responsable de l'ulcère. On vous fait une prise de sang quand vous n'avez pas de symptômes pour voir comment est votre estomac, est-ce qu'il est contaminé ou pas par Helicobacter. Si la sérologie est négative, on s'arrête là. Si elle est positive, on va faire la fibroscopie et on va faire l'état des lieux. 3921, la dernière question cet après-midi, c'est celle de Colette. Bonjour docteur Colette, je viens d'entendre là dans l'émission que la voix masculine se développe avec les oestrogènes. Or, mon fils qui a maintenant 43 ans a toujours parlé avec une voix mâle depuis qu'il est tout petit et il a développé à 27 ans une schizophrénie. Je voudrais savoir s'il pourrait y avoir un rapport entre la schizophrénie et les oestrogènes. Voilà, merci. Alors, il y a un rapport, Colette, entre les hormones sexuelles et la schizophrénie et la mue de la voix, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'il y a un rapport entre ces 3 choses qu'il y a une causalité. La mue, on le rappelle, c'est vers 12-13 ans, les cordes vocales qui vont s'allonger. Chez le garçon, parce qu'il y a de la testostérone, et chez les filles, parce qu'il y a moins de testostérone, justement. Mais dans l'émission, on n'a pas tout à fait dit ça, puisqu'en fait, chez la personne qui est schizophrène, il y a une espèce d'inversion des hormones sexuelles, avec une diminution de la testostérone chez le garçon et une augmentation chez les filles. Ça ne veut pas dire qu'il y a de causalité. Il y a, oui, un problème hormonal. Il y a des voies d'ailleurs thérapeutiques qui utiliseraient les hormones pour pouvoir corriger. Mais comme la schizophrénie, c'est une maladie compliquée, plurifactorielle, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs génétiques aussi, il y a peut-être des facteurs hormonaux également. Il n'y a pas un seul traitement et une seule cause. Alors si vous aussi vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous savez que chaque après-midi on répond à 3 de vos questions. Vous appelez le 3921, 50 centimes la minute. Un répondeur santé qui attend vos appels tous les jours et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous appelez quand vous voulez et dans les après-midi qui suivent, le docteur Kierzek vous répond. Europe